Ça sert à rien d'attendre éternellement. Il faut être lucide et se dire, est-ce que quelque chose peut changer? Et si on ne peut pas changer les choses, il faut partir. Ce qu'il faut faire, c'est prendre les devants, oser faire le pas et éviter de se laisser mettre hors jeu. Bonjour Yves, bienvenue à notre podcast de Joops. Pourrais-tu commencer par te présenter? Eh bien, mon nom est Yves Mertens, je suis consultant en capital humain, je fais ça depuis 11 ans. Après une carrière riche et variée, j'ai voyagé dans plusieurs secteurs et puis j'ai vu des tas de parcours qui ont mené à de belles choses, à des impasses aussi. Et donc aujourd'hui, mon but c'est d'aider les gens, que ce soit les collaborateurs ou les entreprises, à prendre les bonnes décisions pour leur carrière ou pour la gestion des talents. Alors Yves, tu es l'auteur du livre Licenciement, pas pour moi, merci. Quelle frustration t'a poussé à écrire ce livre? Alors une frustration, je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est simplement le résultat de 11 ans d'outplacement, qui est une activité que je fais où j'aide les personnes à se relever d'un licenciement, de trouver un nouveau job qui leur convienne. Donc l'outplacement, en simple terme, c'est vraiment une personne comme toi qui est indépendant, qui est coach, qui vient aider ces personnes qui sont licenciées ou qui juste changent de travail. Qui sont licenciés, c'est un cadre légal. Lorsqu'on a au moins 45 ans ou 9 ans d'ancienneté et qu'on se fait licencier avec au départ un CDI, eh bien on a droit à cet accompagnement pour retrouver un travail. Okay. Et donc c'est ce que je fais. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un gâchis terrible au niveau de la gestion des carrières et des talents, et que finalement cette équation, il y avait deux parties prenantes dedans. Il y a les gens et puis il y a les entreprises. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire mieux avec le capital humain pour éviter ce gâchis émotionnel et financier aussi, parce qu'un licenciement, ça coûte. Alors, une des questions à laquelle ton livre essaye de répondre, c'est quand quitter son emploi. Alors, tu évoques dans ton livre qu'il faut écouter les signaux, développer son oreille. Alors, quels sont justement les grands conseils que tu élabores dans ton livre? Les grands conseils, c'est faire cette introspection. Rester au clair par rapport à ses envies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment aujourd'hui dans mon travail et demain? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient moins? Et s'observer en fait. Observer nos réactions au quotidien, notre énergie au travail, notamment le dimanche soir. Comment est-ce que j'aborde cette journée de travail? Demain, est-ce que j'ai envie ou pas? Donc il y a ce bilan à faire, il y a le fait de s'observer. Oui. C'est un peu compliqué, est-ce qu'on est dans une économie qui bouge énormément, donc le manager il a une visibilité à 1-2 ans maximum. On sait tous que les plans d'affaires dans les boîtes ont 6 mois relativement assez affinés et concrets, et le collaborateur il a encore moins d'informations. Donc c'est quand même compliqué de se projeter un peu sur cet avenir-là. Oui, alors là on touche à deux choses différentes. Il y a le fait de rester au clair de ce qu'on ressent, et puis il y a ce qu'on veut à terme. Le fait que le monde de l'entreprise change tellement, qu'il y ait une visibilité qui soit limitée, fait qu'on est obligé d'avoir un plan d'évolution personnelle, presque un plan B, je dirais. Un backup plan, quoi. Ouais, si ça se passe mal, si je suis surpris, parce qu'on peut être surpris de changements qu'on n'a pas vu venir, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ensuite? Où est-ce que je me vois évoluer? Parce qu'il est très rare aujourd'hui qu'on ait une carrière rectiligne. C'est fini, même pratiquement une carrière dans une seule entreprise. Ça appartient au passé. Ouais, ça appartient au passé. Alors pour revenir justement sur l'écoute de soi-même, quels sont tes conseils pour justement observer les signaux qui font qu'il est temps de changer de travail ou d'avoir ces discussions difficiles avec un manager? Je comprends bien les signaux qui sont par rapport à ses émotions, puis les signaux qui sont, on va dire, externes à son environnement, et puis aussi se dire comment gérer ces débordements émotionnels. Parce qu'on s'écoute de ses émotions, mais à un moment, on a tous vécu un collaborateur qui un jour explose son travail et qui donne les 4 vérités à son manager. Donc j'imagine c'est quand même des cas à éviter. Oui, si on en arrive à ça, déjà il vaut mieux pas le faire en présence du reste de l'équipe. Il vaut mieux attendre que le manager ou la manager soit disponible pour en parler. Maintenant, on peut rester spontané. Ça peut être aussi une cause fondamentale de désalignement si on sent qu'on ne peut pas s'autoriser à être soi-même dans l'entreprise, de dire ce qu'on pense. Dieu sait que moi je l'ai dit dans ma carrière, et ça m'a pas valu toujours que des remarques en retour qui étaient très très positives. On m'a vraiment invité à dire, écoute Yves, ce genre de choses, tu peux pas dire ça en réunion d'équipe. Il faut structurer ses réponses, on s'entend bien. On est dans un cadre professionnel, on n'est pas déjà un psychologue où on parle sans filtre. C'est sûr. Maintenant, justement, le but est d'anticiper ce genre de réaction et identifier quand on est de plus en plus désaligné au niveau de ce qui se passe. Si on en arrive à avoir
avoir une réaction émotionnelle comme ça, c'est qu'il y a déjà un passif, il y a déjà des réactions qu'on a ravalées, peut-être un certain cynisme, ça aussi c'est des signes de notre comportement. Comment est-ce qu'on réagit par rapport aux réactions des autres? Comment est-ce qu'on réagit par rapport à l'annonce de telle ou telle nouvelle amenée par le manager, qui ne sont pas toujours des nouvelles très agréables à entendre ou des évolutions avec lesquelles on est à l'aise? C'est se dire, bon, ok, est-ce que je peux le dire maintenant? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? C'est quoi ta boîte à outils que tu donnerais à un candidat, un collaborateur justement pour arriver à objectiver ces problématiques et à s'auto-observer? Et Dieu sait, c'est compliqué de se faire une auto-analyse. Oui, alors on peut déjà trouver des personnes qui sont plutôt bien aspectées par rapport à nous, des personnes qui nous aiment bien, et on peut échanger, faire un 360 degrés. Ça, c'est déjà une première chose. Aussi, et c'est pour ça que j'ai créé cet alignoscope, qui est en fait une série de questions que l'on peut se poser pour voir finalement, c'est un peu le tableau de bord, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me démotive, qu'est-ce qui est finalement très important pour moi, où sont les zones de tension. Donc ça, on peut le faire. On peut le faire. Donc l'outil que tu as développé, c'est une forme de guide d'auto-entretien. On y répond et on a un scoring. Ça fonctionne comment exactement? Oui, alors dans la version digitale qui va sortir, on aura l'occasion de répondre à 16 questions sur des dimensions d'alignement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet ici, mais c'est assez holistique. Ça va parler autant de l'intrinsèque, du pur personnel, que de l'extra-personnel, de l'environnement, etc. Et donc, on va pouvoir donner un score actuel pour chaque dimension et chaque sous-dimension, et on va donner aussi un score désiré. Et ainsi, le rapport qui va en sortir va nous donner d'abord une image, un reflet, un miroir de notre situation, va nous dire, tiens, est-ce que finalement votre température de carrière elle est bonne, et est-ce que la pression de carrière est bonne? Un peu comme si j'avais une météo. C'est la météo actuelle de ma carrière. Ouais. Voilà. Et donc ça va nous donner donc un constat, mais il y aura aussi des questionnements et des conseils. Parce que le but, c'est pas simplement dire, voilà, ça va pas bien et tu souhaites beaucoup mieux. Oui, il y a aussi une mise en avant des actions que l'on peut entreprendre. Parce que l'emploi, le fait que ce soit un emploi qui nous convienne, qu'on s'y sente bien, qu'on soit aligné, c'est comme une corde. On est à deux à tirer dessus. Il y a l'employeur et il y a l'employé. Et donc nous devons aussi, pour éviter d'avoir des regrets, prendre les choses en main, oser poser des questions, oser demander plutôt que rester dans la plainte, dans la récrimination. Alors c'est effectivement un scénario idéal. Alors moi d'expérience de recruteur avec 15 ans de bouteille, je vois déjà que quand on démarre un nouveau travail, on se pose déjà pas les bonnes questions. Donc le démarrage est déjà compliqué. Alors, par la suite, il faut effectivement faire ce bilan est intéressant. Mais donc, à des managers, tu conseillerais quoi aujourd'hui qui recrutent des nouveaux éléments dans leurs équipes? De donner ce type d'outils ou alors de faire un autre type de bilan de démarrage ou un contrat mieux fait de quelle est la gestion des attentes? Alors oui, ça peut faire l'objet d'un questionnaire qui soit un peu différent. Je plaide vraiment, moi, qui ai aussi fait du recrutement, je plaide pour sortir des sentiers battus. Parce que les interviews sont trop formatées, on s'attend toujours aux mêmes questions. Et donc, si on veut chanter la bonne chanson, on peut la chanter. Je suis plutôt pour un recrutement qui ne soit pas nécessairement orienté vers un poste spécifique. Sinon, on va moduler sa réponse en fonction du job. Fonction de ça, ouais. Alors qu'on oublie le contexte global, qui est cette collectivité d'entreprise avec ses valeurs, avec ses visions, avec ses objectifs. Oui, tout à fait. Mais pour ça aussi, pour faire un choix éclairé, il faut que ces valeurs soient explicites. On les affiche sur le site, parfois on l'affiche dans les brochures, etc. Mais ce que j'aimerais que le marché fasse beaucoup plus pour s'assurer d'un meilleur alignement, c'est de montrer l'envers des cartes. J'ai l'habitude de dire à mes coachés que, en fait, un job, c'est comme un vitrail d'église, ou un vitrail, peu importe, ça va pas être nécessairement une église, mais c'est un vitrail, ce n'est qu'à l'intérieur qu'on voit bien. Et pour voir bien, on peut se renseigner. Mais ce serait déjà bien si l'entreprise pouvait dire, voilà, notre valeur c'est ça, et donc en pratique, s'il se passe cette situation, voilà comment on va la gérer, ou voilà comment on s'attend à ce que vous gériez ou vous réagissiez. En bonne situation ou mauvaise situation. Évidemment, parce que les valeurs, ouais, ça comment se est-ce que tu translates l'excellence ou l'empathie dans une situation catastrophique? Quand tout va bien, évidemment, le respect est là, la tolérance, la bienveillance. Par contre, quand ça va mal, c'est comme les valeurs familiales. On est une famille. On est unis et puis ça explose. Oui, mais comment est-ce qu'on se sépare dans
une famille. Alors, Mhm. ça va dans les deux sens. Et donc, si on pouvait avoir une meilleure vision de ce qu'est ce job, de ce qu'est la boîte, de sa culture d'entreprise, ça me permettrait Mhm. de faire un meilleur choix. Et donc, si on pouvait aussi décliner un peu les différents aspects, que ce soit à la Linoscope ou un autre, un outil, dire ben voilà, chez nous, puisque par exemple la politique de télétravail est un élément qu'on regarde, qu'on analyse au niveau d'un alignoscope, eh bien, il faudrait que l'entreprise puisse dire clairement, voilà, chez nous, comment on fonctionne. Mhm. Voilà, il y a des contraintes, il n'y a pas de contraintes, on peut choisir le jour de télétravail, on a droit à certains jours, ou fixes ou pas. Tout ça, ce sont des éléments importants. Ce ne sont pas des motivations intrinsèques, évidemment, pour trouver un boulot, mais c'est très important pour certaines personnes. La mobilité, aujourd'hui, est quelque chose de tellement important que la transparence est nécessaire Mhm. pour ne pas avoir de soucis en aval. Donc il faut mieux expliquer finalement les données d'un contrat entre le candidat et l'employeur sur les choses pratiques, mobilité, cas de travail. Bien sûr expliquer, je comprends bien, les valeurs, Mhm. mais j'ai aussi l'impression, et de moi mon expérience d'entretien de recruteur, c'est qu'on ne pose pas des questions sur, par exemple, quel est le moteur d'un candidat. Pourquoi est-ce qu'il travaille? Pourquoi est-ce qu'il rejoint l'entreprise? Il y a des choses spécifiques parce qu'il y a de la flexibilité au travail et du télétravail. Mais dans une génération, et peut-être que tu as rencontré ça avec des candidats beaucoup plus jeunes, ils se posent la question du sens du travail. Pourquoi est-ce que je fais ces tâches-là? Mhm. Versus des gens avec plutôt seniors qui vont se dire, moi je prends du plaisir à exécuter ces tâches. Mhm. Ça crée aussi peut-être une complexité supplémentaire dans les entreprises. Oui, trouver du sens à ce qu'on fait, c'est important. Et donc, on pourrait dire que c'est uniquement l'employeur qui doit préciser, tiens, ben voilà à quoi sert ton job. Il y a aussi d'autres personnes dans le milieu qui disent, non, mais c'est à toi de trouver le sens dans ce que tu fais. Maintenant, savoir à quoi sert notre job dans l'entreprise, à qui est-ce qu'elle bénéficie, cette fonction, cet input, à qui et à quoi ça sert, ça peut être important, surtout si on peut le lier finalement à la mission d'entreprise ou au bottom line, surtout pour des fonctions internes. C'est moins évident. Alors, ce qui me fait penser aussi à une anecdote intéressante, il y a quelques années, une dizaine d'années, j'ai recruté un candidat actif dans le marketing et je lui ai posé la question, genre, c'est quoi ton drive? J'étais cash avec lui. C'est quoi ton drive? C'est quoi qui te motive d'aller au travail? Et il m'a répondu la chose suivante, il m'a dit, je veux prouver à mes parents que je vais réussir dans la vie. C'est pas lié à la fonction, au job, marketing ou informatique ou produit marketing, les fonctions sont vastes. Son drive, c'est dans la vie, je vais réussir. Assez incroyable. Et on les pose pas ces questions en entretien. On est assez, comme dit, formaté, on a l'habitude de recruter, on a des guides d'entretien. Et on sort pas des sentiers battus. Oui, alors c'est une question hyper importante. Ça fait partie du niveau des racines dans la linoscope. C'est voilà, en quoi ce job aujourd'hui donne une réponse à mon histoire personnelle. Tout à En fait. quoi est-ce que c'est une étape logique dans mon cheminement? Et est-ce que c'est en fait la poursuite de l'histoire que j'ai envie d'avoir au départ? Maintenant, je pense aussi que si tu poses cette question, il y a beaucoup de candidats qui vont te regarder avec les yeux ronds en disant quoi? Tu penses? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ce que je poursuis? Alors ça dépend peut-être des générations, Tout à fait. Ouais. des profils. J'ai moins de succès sur les profils plus seniors. Eux, ils sont plus pragmatiques. Je dois travailler, j'ai des tâches, j'aime ça, je progresse dans la vie, dans cette fonction. J'ai Les des plus enfants aux études. J'ai des enfants aux études. Les plus jeunes, eux, ben, c'est le sens de leur vie, le sens des tâches. Et quand je dis plus jeunes, bon, on s'entend bien, ça m'arrive aussi d'avoir des candidats de plus de 30 ans qui se posent aussi la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est important, hein. Pourquoi on veut faire ça? Parce que le sens, c'est ce qui nous permet de trouver quoi qui on est, et c'est ce qui permet de passer les vagues. Il ne faut pas croire qu'un job va toujours être formidable, qu'on va avoir que des bons moments, bien sûr. On n'est pas tout seul, et même si on est tout seul, on a d'autres problématiques. Mais le sens, c'est un cap. C'est finalement ce qui me nourrit, ce qui fait que même si je suis pas très bien payé, même s'il y a d'autres aspects, le trafic, etc., c'est pas génial. Bon, les bâtiments, c'est pas extra, mais si je trouve du sens, je sais pourquoi je fais ce job-là. Je joue la bonne pièce, en fait. Alors, si on omet la partie amélioration du processus de recrutement, mais ce réalignement constant dans une entreprise, est-ce que c'est le rôle du manager? Est-ce que les RH devraient aussi intervenir? Ou une aide externe, des coachs externes. Quelles sont les pratiques actuelles dans même les PME belges, par exemple? Oui, alors, dans les PME, ça va être un peu plus compliqué. Il faut voir s'il y aura déjà une personne en charge des ressources humaines en tant que telle, ou est-ce que c'est le directeur financier, le responsable des finances qui fait aussi qui fait le RH, ou est-ce qu'on a sous-traité une partie? Dans d'autres sociétés, il va y avoir clairement des RH, une équipe de talent management, voire dans certaines structures, il y a des coachs internes. Dans le bouquin, d'ailleurs, je parle d'exemples au fédéral. Vous avez une structure de coachs internes qui fonctionne, c'est le réseau Lumen. Ils vont aider en fait d'autres départements du fédéral pour aider les gens à se remettre en selle. C'est
faire du coaching, faire de l'alignement, c'est pas évident parce que on sera souvent jugé parti. Le modèle du manager coach, pour moi, il a ses limites. Tout le monde n'est pas capable de le faire et ça ne s'intègre pas dans toutes les cultures d'entreprise. Donc souvent, on aura besoin d'une aide extérieure parce que la crainte pourrait être que le coaching serait instrumentalisé. Tout à fait. Montre-moi que cette personne-là va pas bien, qu'on peut plus rien en faire, et que la seule Et solution, tu ne c'est crois pas au manager coach? En fait, en toutes ces années de carrière, j'en ai rencontré très peu qui avaient cette capacité. Je me souviens d'un manager en particulier, lui était très très bon. Et c'était quelqu'un qui était capable de fermer ses oreilles de manager pour te conseiller en tant que personne. Il m'est arrivé aussi d'avoir des managers auxquels je me suis ouvert et je me suis senti complètement trahi. Donc un manager coach, en fait, il y a une confusion aussi. Un manager coach, c'est quelqu'un qui ne va pas te dire ce que tu dois faire. C'est un manager qui correspondra d'ailleurs très bien aux nouvelles générations parce qu'il va te dire, tiens, mais il va t'aider à te poser les bonnes questions pour toi-même trouver ta solution. Tout à fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un coach. Un coach ne donne pas de réponse. Un coach va te poser des questions pour te permettre de trouver toi-même tes réponses. Ce sera beaucoup plus puissant que si on te les donne. Voilà, tiens, ah bah oui, j'ai appliqué la recette de cuisine et ça marche. Et donc, ce que je vois assez fréquemment aussi dans la progression de carrière, ce sont des personnes qui sont très compétentes dans leur fonction, qui évoluent vers un poste de manager, donc gestion de personnel concrètement, mais qui ne sont pas équipés, qui n'ont pas les compétences pour. D'une part, on va perdre des compétences des gens extrêmement bonnes à l'exécution de tâches, et puis à côté de ça, on va retrouver un manager qui débarque dans son boulot. Oui, ça c'est un cas classique. Est-ce qu'on l'appelle le syndrome de Peter? Quelqu'un va peut-être arriver à un niveau qui dépassera son niveau de compétence, ou bien on va promouvoir un bon soldat en tant qu'officier. C'est pas toujours la bonne chose à faire. Je pense qu'il faut rester au clair avec ce qu'on aime faire. Il m'a été proposé à l'un ou l'autre moment de changer de niveau de fonction, mais j'ai refusé. En fait, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'ai envie de faire de l'accompagnement? Est-ce que j'ai envie de continuer à le faire? Oui, ok. Mais une fonction de management va m'amener à ne plus faire d'accompagnement. On va parler accompagnement. On va diriger, on va parler chiffres, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Je voulais rester proche des gens. Et donc, ça m'a aidé dans ma décision de me dire, mais en fait, non, on peut accepter un poste de management pour les mauvaises raisons. C'est des critères, on va dire, objectifs de carrière, dans le sens où plus de salaire, c'est quand même sympa de dire que je suis manager, j'ai X personnes sous moi, mais... C'était beaucoup plus fréquent avant. J'ai beaucoup de candidats au jour d'aujourd'hui qui me disent, et peut-être pour des raisons d'employabilité, je suis bon dans ce que je fais, je veux continuer à être bon demain dans ce que je fais. Si je change de fonction de management, je dois me réadapter et je perds de l'employabilité. C'est vrai, surtout que dans ma carrière de recruteur, je fais ça pendant quelques années, vendre à un client le fait que quelqu'un retourne à un niveau inférieur, c'est compliqué. C'est compliqué. Il a été sales manager et maintenant il veut bien être key account manager. Il veut être en roue libre ou quoi, c'est compliqué. Maintenant, je peux comprendre aussi, d'un autre côté, chez les employeurs, qu'ils promeuvent de bons soldats parce que cette personne-là a fait le job. J'ai aussi rencontré dans ma carrière des cas où on avait parachuté quelqu'un qui n'avait jamais fait le job. Et donc on se retrouvait avec une ligne de management qui prenait des décisions alors qu'elle n'était pas du tout en phase avec le terrain. Et donc on prend des décisions de type spreadsheet management, ça va aller, on doit faire comme ça, c'est bon. Et on n'écoute absolument pas le terrain. Donc là, il faut quand même être prudent. Donc je pense qu'il y a à boire et à manger. Et il faut d'abord se poser la question, des capacités de la personne. Est-ce qu'elle est capable d'avoir cette empathie, de servir un peu de RH, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de boîtes, le vrai RH, c'est l'N+1. Ce n'est pas la personne en charge des RH. Tout à fait. 2, est-ce qu'elle a envie de ça? Est-ce qu'elle considère ça comme une réelle évolution qui est en ligne avec qui elle veut l'être? Tiens, finalement, pour avoir plus d'impact, oui, j'aimerais bien être manager plutôt qu'être au niveau des équipiers. Il y a des messages que j'avais du mal à faire passer au niveau -1 que je pourrais beaucoup mieux faire passer au niveau N+1. Ça peut avoir du sens. Pour revenir à l'échange avec son manager, qu'est-ce que tu conseilles pour avoir cet échange constructif et éviter de rentrer dans ce débordement émotionnel? J'imagine qu'on ne peut pas faire un appel à son manager dans la voiture le lundi matin en disant
je suis frustré, Blue Monday, et je lui donne ses 4 vérités. Quand on va voir son manager, d'abord, il faut s'assurer qu'il soit en capacité de recevoir. Hein. Bien sûr. Voilà, il faut que ce soit le bon moment. Comme pour tout message qu'on passe, c'est s'assurer que la personne est vraiment dans une situation où elle peut nous entendre. Elle peut recevoir le message qu'on a envie de donner. Après, je pense qu'on ne va pas venir avec une longue liste de récriminations. Il y a ça, 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 il y a ça qui ne va pas. Parce que sinon, on va submerger l'autre et lui dire, mais tu es en train de me dire quoi, que tu veux partir ou comment ça se passe quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu déverses tout ça? On peut attendre un moment d'évaluation, on peut attendre un entretien de fonctionnement ou simplement solliciter un entretien, mais peut-être plus informel, histoire que ce ne soit pas une invitation, machin, et que la tension de la relation soit déjà forte à la base parce qu'on ne sait pas, l'autre ne sait pas avec quoi on va venir. On peut d'abord savoir voilà, ce qui va bien, et surtout ce qui va bien, ce qu'on a envie d'avoir. Et le formuler tiens, j'ai besoin de ça, j'aurais besoin de ça. Ça ne va pas, mais j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que je propose? Comme chez un manager, quand on va lui demander quelque chose, les managers n'aiment pas qu'on arrive avec des problèmes, ils veulent des solutions. Tout à fait. Donc, à la limite, le manager va choisir entre les différentes solutions que le N-1 aura proposé. Exprime tes besoins, mais viens avec des solutions. Voilà, c'est ça. Mais finalement, de quoi tu as besoin? Parce que le manager, il ne peut pas tout deviner non plus. Il n'a pas tous les moyens non plus. Et c'est pas Madame Irma. Donc il faudrait structurer ses réponses par rapport à ses propres objectifs pour avoir un message clair, au moins mieux cadrer le problème. Déjà. Oui, d'abord, se dire, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus en souffrance aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que je vais lui demander concrètement? Et que ce soit dans le pur organisationnel, que ce soit dans le contenu de la fonction, avec les moyens, etc., les frustrations qu'il peut avoir, les responsabilités qui sont peut-être pas assez claires, ou le manque de pouvoir que la personne a. Et ça peut être aussi une forme de frustration parce que on a besoin on se sent bloqué, on a envie d'une évolution, on commence à se sentir en décalage, j'ai vraiment envie de faire autre chose, qu'est-ce qui serait possible de faire, etc. En fonction de ce que le manager est capable de faire. Sinon, il va falloir rapidement aller soit chez le patron de la boîte, soit au niveau des RH. Venir escalader, voilà, ou prendre des contacts informels avec d'autres personnes dans d'autres services. Alors, claquer la porte n'est pas forcément la seule solution. On peut imaginer de la mobilité interne. Tout à fait. En fait, le concept de right placement, qui est au cœur de la méthode que je propose, c'est se dire, mais où est-ce que je serais le mieux? Dans la fonction, en changeant certains paramètres, dans un autre département, dans un autre service, peut-être certainement dans une autre fonction, ou éventuellement dans une mobilité dans l'écosystème. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est ça, c'est le moyen de se repositionner. Avant de partir, il faut s'assurer qu'on est soi-même donné sa chance à cet employeur, qu'on est soi-même agi, plutôt que rester dans la passivité, dans l'attente. Comme ça, on n'a pas de regrets. Alors, il y a des cas de boomerang, des personnes qui claquent leur démission, puis qui reviennent. Encore faut-il que l'employeur soit réceptif. Tout à fait. L'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Non, mais après, on revient un peu la queue entre les jambes. Voilà, c'est pas toujours facile de revenir dans un emploi. On peut avoir peur du qu'en dira-t-on, de son image. Quitter un job, c'est parfois ne pas partir de l'entreprise. C'est parfois tout simplement redéfinir les accords avec son manager. Comme un couple, on n'est pas obligé de quitter le partenaire pour changer la relation. On peut mettre fin un contrat et on en rediscute de nouveau. On change, on travaille sur d'autres principes. Les accords sont différents. On parle aussi de contrat psychologique entre un employeur et un employé. C'est ça. Qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que tu attends de moi concrètement? Et rester en interne est aussi une bonne manière de réduire les risques. On connaît le cadre, on connaît les valeurs. Comme tu expliquais, avec cette notion de vitre un peu plus tôt, on est déjà dans la maison, à l'intérieur, on voit ce qui se passe, le risque est nettement moindre. Si l'employeur est réceptif, oui, on change de job, on change de fonction, mais au moins on prend moins de risques sur tout le reste qui n'est pas de l'inconnu. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, les exemples sont beaucoup plus nombreux de personnes qui ont pu arriver à changer de job en interne plutôt qu'en externe. Le faire, je l'ai fait dans ma carrière, mais souvent on y laisse des plumes. Et on prend souvent des portes parce qu'il y a une résistance au risque, une aversion au risque à un employeur, et c'est légitime à se dire, mais écoute, je te connais pas et je sais pas si tu es capable de faire le boulot. C'est compliqué. En interne, on te connaît, tu as un historique, on sait comment tu fonctionnes, on connaît tes qualités, on connaît un peu tes défauts aussi, mais on t'a un certain crédit. On va te donner une opportunité, et parfois ça va être tout simplement un win-win. On a fait une réorganisation, quelqu'un est parti, on a besoin de quelqu'un, t'as pas la connaissance, mais tu vas apprendre. Dans ce cas-là, la tolérance par rapport à l'inexpérience et à la courbe d'apprentissage va être beaucoup plus favorable, on va être beaucoup plus tolérant qu'avec quelqu'un qu'on va engager. Et si on engage, on veut quelqu'un opérationnel directement.
Et là, on touche à la question de l'employabilité. Une personne qui claque la porte, qui part, se rend compte, par exemple, que retrouver un travail, c'est compliqué. Et donc, justement, par rapport à ton livre, comment s'assurer qu'on ait les cartes en main en bonne position, que si on quitte, on sera beaucoup plus employable. Ouais. Alors ça, c'est presque une veille qu'il faut faire. Autant je conseille de faire la veille par rapport à son employeur pour éviter d'être surpris, hein, aller voir des collègues, d'autres départements, aller voir en extérieur ce qu'on dit de la structure, est-ce qu'elle est en bonne santé, etc. Autant aussi, on peut faire une veille sur son employabilité, en interne ou en externe. Il y a des boîtes où tu as carrément une description de fonction qui est affichée clair, dans précise, l'intranet, voilà ce qu'on attend. À la limite même, les skills ont été notés, il faut un niveau 3, un niveau 4, etc. Et se dire, tiens, ben ouais, où j'en suis. Et puis en externe aussi, se regarder les annonces, même si parfois les annonces, c'est un peu, parfois c'est la liste de Saint-Nicolas, hein, il faut tout. Hein, c'est la femme idéale, il faut qu'elle ait tout, ou un homme idéal, il faut qu'il ait toutes les qualités. Mais bon, au moins se dire, est-ce que les must, je les ai? Est-ce que les nice to have, je les ai aussi? Sachant aussi que parfois, et c'est l'avantage de rester dans une boîte et d'avoir une ancienneté, l'employeur peut faire avec le fait que la personne soit un peu plus faible dans telle ou telle compétence, linguistique, informatique. Elle gère pas très bien ça, mais bon, elle fait compense. tellement bien Voilà. cet autre aspect que ça va. Et une fois qu'on sort, on redistribue les cartes. Donc c'est se dire, tiens, mais est-ce que j'ai les compétences actuelles et émergentes de mon job? Quelles sont les compétences de demain du métier que j'ai envie de faire? Est-ce que ce métier va rester le même? Est-ce que je peux rester sur mes acquis ou est-ce que j'ai besoin de me former, éventuellement être impliqué dans d'autres types de projets, élargir mes responsabilités pour augmenter mes chances? Parce qu'il en va de ta force de négociation, en interne ou en externe. Si tu n'as pas les compétences, ça c'est déjà un problème en interne parce que tu pourrais être à un moment mis hors jeu. Malheureusement, il y a une restructuration. On regarde les équipes, on regarde qui est le plus à jour dans ses compétences, qui est le plus performant. Cette personne-là, compliqué, maîtrise pas ça. Et donc, parfois, c'est sur ça que va se baser une décision de licenciement. Donc ça, c'est absolument à éviter parce que c'est la double peine. On n'est plus employable en interne, mais alors qu'en est-il en externe? Exactement. Donc il y a d'une part avoir ce bilan à faire régulièrement, comme tu l'expliques, et d'autre part, c'est veiller à l'externe pour s'assurer que si le cas difficile intervient, je dois pouvoir facilement retrouver le travail. Oui. Et donc cette veille est importante, surtout aujourd'hui. Alors il y a effectivement cette veille par rapport à l'exécution des tâches, mais n'oublions pas, et on l'a réexpliqué plus tôt, c'est est-ce qu'il y a aussi du sens à continuer à faire ce travail-là? Est-ce que je veux continuer à ce type de position? On voit de plus en plus des gens qui vont transférer leurs compétences dans une fonction différente. Un analyste qui va faire la gestion de projet, personne qui était à l'exécution qui vient people manager par exemple. Donc qui rentre une complexité plus compliquée. Enfin, en tout cas, ces recherches plus compliquées finalement. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'encourage un maximum la mobilité interne pour toucher à pas mal de choses et pour se frotter peut-être à des départements, à des types de fonctions qu'on connaissait peut-être pas et qui permettraient de révéler certaines compétences et peut-être varier la tâche tout en restant chez le même employeur pour autant qu'on se sente toujours bien au sein de cette structure et qu'on puisse continuer à y faire carrière. Pour ne pas rester non plus, parce que c'est quand même un aspect important. J'ai beaucoup de gens qui sont restés finalement, et moi-même, à certains moments de ma carrière, je suis resté trop longtemps dans un job. En fait, ce malaise, tu l'as accepté au quotidien, et c'est devenu normal pour toi. De parfois de trouver un management toxique et se dire, bon, je reste dans ce management toxique, et c'est la norme finalement. Oui, bon, j'ai déjà eu affaire à du management toxique, mais il y a vraiment un moment de ma carrière, j'étais complètement désaligné. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais un problème d'éthique professionnelle. Je me disais, mais je suis censé apporter des lumières, mais je suis pas du tout sûr que ce soit les bonnes lumières. Et je suis resté dans le job pour les mauvaises raisons, parce que c'était gratifiant d'avoir ce rôle de consultant. J'adorais l'équipe dans laquelle j'étais. Il y avait une ambiance de fou, j'étais bien payé, le boulot était tout près de chez moi. Voilà, c'était une PME quand même, à notre niveau, et j'ai apprécié y rester. Mais j'ai pas voulu écouter les signes avant-coureurs. Pourtant, dès le début, j'avais des problèmes d'éthique, et je me suis dit, mais ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis j'ai laissé les choses se faire et puis mon désalignement a été très très criant et mon management l'a vu avant moi et m'a licencié. Comme tu disais, quand les signes sont là, c'est déjà trop tard. Ah ben oui, en plus là j'ai eu la franchise de pas de les crier sur tous les toits. Enfin voilà, bon, c'est pas l'objet de la discussion, mais voilà, j'ai envoyé des signaux clairs, j'avais envie de faire autre chose, message bien reçu. Et donc c'est aussi là les limites de l'authenticité et de notre alignement. Si on a vraiment envie de faire quelque chose qui est très très différent, que l'entreprise ne peut pas nous apporter, il y a
d'autres conclusions qui s'imposent. Mhm. C'est faire un boulot complémentaire ou c'est préparer déjà sa sortie où on se quitte bons amis et ça va bien. Il ne faut pas attendre que ça se dégrade ou avoir le raisonnement où j'attends de me faire licencier parce que j'aurai un package pour me lancer. C'est pas très correct. Enfin bon, chacun a ses valeurs. Mais surtout, tu vas peut-être t'attendre beaucoup trop longtemps dans ce job-là avant de te lancer parce que je vais encore attendre un petit peu pour avoir encore un peu plus d'assises, un peu plus d'ancienneté et rester pour les mauvaises raisons. Ça, c'est le temps court, le temps passe. Dans une société où on devient très vite âgé, passer 45, 50 ans, voilà. Donc, ne reste pas dans un job si tu ne t'y sens pas bien et surtout si tu penses que ton avenir est ailleurs. La carrière, la vie, c'est trop courte. Tu dois anticiper, il faut en parler le plus vite possible, mais en étant au clair avec soi. Ça sert à rien d'attendre. Ça sert à rien d'attendre éternellement. Il faut être lucide et se dire, est-ce que quelque chose peut changer? Et si on ne peut pas changer les choses, il faut partir. Le changement, c'est inconfortable. C'est quelque chose qui peut nous faire peur, mais rester inactif, rester passif, c'est encore pire. Sur le long terme, c'est attendre d'aller dans le mur. Ce qu'il faut faire, c'est prendre les devants, oser faire le pas et éviter de se laisser mettre hors jeu.